Dans les pages de l'histoire se dresse Stonehenge, un monument enveloppé de mystère. Mais aujourd'hui, une nouvelle découverte menace de bouleverser tout ce que nous pensions savoir. Sous ces pierres anciennes se cachent des vérités qui ne préservent pas la légende, elles la remettent en question. Une équipe d'archéologues a découvert un important monument préhistorique à une courte distance de Stonehenge. Pendant des siècles, nous avons cru que Stonehenge était intemporel, immuable. Désormais, il ressemble moins à une énigme figée dans la pierre qu'à une scène de crime dissimulant des indices à la vue de tous. D'où viennent ces pierres? Depuis combien de temps se dressent-elles réellement? Suivez-nous alors que nous dévoilons la découverte qui a choqué les scientifiques et pourquoi les réponses pourraient être encore plus troublantes que le mystère lui-même. Remontons à une époque où des géants semblaient parcourir la Terre il y a près de 5000 ans, lorsque des civilisations à travers le monde apprenaient à maîtriser le bronze et à écrire leurs premières histoires. Quelque chose d'extraordinaire prenait forme sur la plaine de Salisbury, en Angleterre. Ce qui débuta vers 3000 avant notre ère comme un simple cercle de terre allait évoluer au fil d'un millénaire en l'un des plus grands mystères de l'humanité, Stonehenge. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, le monument n'est pas apparu du jour au lendemain comme une vision divine. Il s'est construit lentement, étape par étape, chaque génération ajoutant sa propre ambition architecturale à celle de la précédente. Les premiers bâtisseurs creusèrent un fossé circulaire et élevèrent un talus, créant ce que les archéologues appellent un henge, une enceinte sacrée. Ce lieu murmurait déjà des rituels que nous pouvons à peine imaginer. Mais le véritable tournant survint vers 2600 avant notre ère, lorsque d'énormes pierres de Sarcène commencèrent leur voyage à travers le paysage. Ces blocs gigantesques, qui dominent encore aujourd'hui chaque image du site, ne provenaient pas des environs immédiats. Certains pesaient plus de 25 tonnes et furent transportés depuis des carrières situées à environ 30 km dans les Marlborough Downs. Imaginez la scène, des centaines de personnes coordonnant cordes, rouleaux et efforts humains pour déplacer ces géants de pierre. La précision nécessaire pour les ériger et placer des linteaux horizontaux au sommet défie tout ce que nous pensions savoir des capacités techniques du néolithique. Et pourtant, ce n'était que le début. Ensuite vinrent les pierres bleues, plus petites, mais tout aussi mystérieuses. Ces intruses venues du pays de Galles, certaines pesant jusqu'à 4 tonnes, auraient parcouru plus de 240 km depuis les collines de Preseli. Pendant des décennies, les archéologues se sont demandé si des glaciers les avaient déposées à proximité ou si les anciens habitants de la Grande-Bretagne avaient orchestré un transport presque impossible. Mais leur simple présence suggérait déjà que Stonehenge n'était pas qu'un projet local. C'était une entreprise bien plus ambitieuse. Vers l'an 2000 avant notre ère, le monument atteignit sa forme finale. Ces pierres massives étaient disposées en cercles concentriques et en formation en fer à cheval, alignées avec les mouvements célestes. Les chroniqueurs médiévaux le considéraient déjà comme ancien et inexplicable. Ils le nommèrent Stonehenge, les pierres suspendues, en référence à ces linteaux défiant la gravité et au poids de son mystère. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ce chef-d'œuvre préhistorique garderait son secret le plus spectaculaire pendant encore 4 millénaires. Bien avant l'archéologie moderne, Stonehenge appartenait aux conteurs. À une époque où déplacer une seule pierre mégalithique semblait impossible, le monument exigeait des explications surnaturelles et l'imagination médiévale ne manquait pas de ressources. Au XIIe siècle, Geoffroy de Monmouth raconta une histoire qui captiverait les esprits pendant des siècles. Selon lui, le grand magicien Merlin aurait transporté le cercle de pierre depuis l'Irlande grâce à ses pouvoirs magiques. Il affirmait même que ces pierres possédaient des propriétés de guérison miraculeuses. Ce récit n'était pas seulement divertissant, il reflétait la tentative des esprits médiévaux de comprendre un exploit d'ingénierie qui semblait défier les lois de la nature. D'autres légendes enrichirent encore ce mystère. Certaines racontaient que les pierres pouvaient guérir les malades, que l'eau versée sur elles devenait curative et que des fragments de pierre pouvaient soigner aussi bien les blessures physiques que les peines de cœur. Ailleurs, on disait que les pierres étaient des géants pétrifiés, surpris en train de danser au lever du soleil
et condamnés à rester figés pour l'éternité. D'autres encore affirmaient que le diable lui-même avait construit Stonehenge, mais qu'il avait mal placé une pierre, la célèbre Hillstone, légèrement décalée. Avec le temps et l'arrivée de l'âge de la raison, ces mythes évoluèrent sans disparaître. Les druides, prêtres celtiques mystérieux, devinrent les nouveaux bâtisseurs supposés du monument. Au XVIIIe siècle, des érudits affirmèrent que Stonehenge était un temple druidique dédié au culte du soleil et aux rituels sacrés. Étonnamment, cette théorie persista longtemps, malgré les preuves montrant que Stonehenge était bien plus ancien que les druides eux-mêmes. Mais au XXe siècle, à mesure que les méthodes archéologiques devenaient plus sophistiquées, de nouvelles théories vinrent combler les zones d'ombre que la science ne pouvait pas encore expliquer. Certains passionnés d'OVNI affirmèrent que Stonehenge était une ancienne plateforme d'atterrissage pour des visiteurs extraterrestres. Ils pointaient ces alignements astronomiques précis comme preuve d'une intervention venue d'ailleurs. Selon eux, la complexité des orientations solaires et lunaires dépassait les capacités des sociétés néolithiques. Certains alertent encore plus loin, suggérant que Stonehenge représentait une sorte de modèle du système solaire sur Terre. Le nombre et la disposition des pierres auraient symbolisé les jours, les mois, voire les cycles annuels. Le monument aurait ainsi servi de calendrier gigantesque. Mais les mystères ne s'arrêtaient pas à l'astronomie. Certains observateurs remarquèrent des phénomènes acoustiques étranges. À l'intérieur du cercle, les sons semblaient se comporter différemment. Une personne pouvait entendre des bruits provenant de l'extérieur, tandis que ceux situés hors du cercle avaient du mal à percevoir ce qui se passait à l'intérieur. Ces particularités renforçaient encore l'aura mystérieuse du site. À chaque époque, les humains ont projeté leurs propres limites sur les bâtisseurs de Stonehenge. Incapables d'imaginer que des sociétés préhistoriques aient pu posséder une intelligence, une organisation et des compétences techniques aussi avancées, ils ont préféré invoquer la magie, les dieux ou les extraterrestres. Le mystère ne nourrissait pas seulement l'imagination, il révélait aussi une tendance profonde de l'humanité à sous-estimer ses ancêtres. Pourtant, la réalité allait s'avérer encore plus extraordinaire que toutes ces légendes. Pendant plus d'un siècle, les archéologues avaient construit une explication rassurante et cohérente. Selon eux, Stonehenge était essentiellement un projet local, réalisé par des populations britanniques utilisant des matériaux provenant principalement du pays de Galles. Les fameuses pierres bleues avaient été clairement reliées aux collines de Preseli, au Pembrokeshire. Les géologues avaient identifié les carrières d'origine et les archéologues avaient même retrouvé des traces du transport de ces blocs. Dans cette vision, les habitants du néolithique étaient certes impressionnants, capables d'organiser de vastes projets et d'aligner leur construction avec les cycles célestes. Mais leur monde restait limité à la Grande-Bretagne. Stonehenge était donc considéré comme un chef-d'œuvre régional, un lieu sacré majeur attirant des visiteurs de toute la région, mais fondamentalement ancré dans un contexte local. Même les énormes pierres de Sarcène, bien que transportées sur plusieurs dizaines de kilomètres, semblaient confirmer cette idée. Le défi était immense, mais réalisable sans nécessité de contacts lointains ou d'échanges à grande échelle. Tout semblait logique, tout semblait cohérent. Et pourtant, cette théorie était complètement fausse. Lorsque la science moderne entre en scène et réécrit l'histoire. Pendant longtemps, Stonehenge est resté la plus grande énigme de l'archéologie. Chaque génération d'experts, des antiquaires victoriens armés de loupes et d'imagination romantique, aux archéologues du XXe siècle munis de truelles et d'hypothèses prudentes, a tenté d'en percer les secrets. Mais à chaque fois, les réponses semblaient soulever encore plus de questions. Puis vint le XXIe siècle, avec lui des outils qui auraient semblé relever de la magie pour les chercheurs du passé. L'analyse isotopique, capable de déterminer l'origine d'un matériau avec une précision atomique. Le radar à pénétration de sol, permettant de voir sous la Terre comme avec des rayons X. Les études ADN, révélant des informations à partir de restes humains brûlés. Et le balayage laser, cartographiant chaque millimètre des surfaces anciennes. Ce n'était pas seulement de nouvelles technologies, c'était de véritables machines à remonter le temps.
Stonehenge, que l'on pensait comprendre, allait soudain révéler des secrets inattendus. En 2008, des chercheurs décidèrent d'analyser les restes incinérés découverts sur le site. Ces ossements, vieux de plusieurs milliers d'années, étaient depuis longtemps considérés comme peu informatifs. Mais grâce à la spectrométrie de masse, ils allaient raconter une toute autre histoire. Les isotopes de strontium présents dans ces os fonctionnent comme des empreintes géologiques. Chaque région du monde possède une signature chimique unique qui s'imprime dans les os et les dents des êtres vivants à travers l'eau et la nourriture. Lorsque les scientifiques ont analysé ces signatures, les résultats furent stupéfiants. Certains individus enterrés à Stonehenge n'étaient pas originaires de la région. Ils venaient de loin, très loin. Cela signifiait que Stonehenge n'était pas simplement un monument local. C'était un lieu de rassemblement à grande échelle, attirant des populations venant de différentes régions. Mais ce n'était que le début. D'autres analyses révélèrent que certaines pierres elles-mêmes avaient voyagé encore plus loin qu'on ne le pensait auparavant. Les trajectoires de transport semblaient plus complexes, impliquant peut-être des réseaux d'échanges étendus et une organisation sociale bien plus avancée qu'imaginée. Stonehenge n'était plus seulement un site religieux ou un calendrier astronomique. Il devenait le centre d'un monde connecté, dynamique et étonnamment sophistiqué. Chaque nouvelle donnée remettait en question les anciennes certitudes. Les bâtisseurs de Stonehenge n'étaient pas des communautés isolées, vivant dans un coin reculé de la Grande-Bretagne. Ils faisaient partie d'un réseau culturel et humain bien plus vaste, capable de coordonner des efforts à grande échelle. Ce que nous pensions être une simple réussite locale se transformait en preuve d'une société complexe, interconnectée et ambitieuse. Et plus les scientifiques creusaient, plus une idée troublante émergeait. Nous avions peut-être profondément sous-estimé ces anciens peuples. À mesure que les analyses se multipliaient, une image totalement nouvelle de Stonehenge commença à émerger, une image bien plus dérangeante que tout ce que les mythes avaient imaginé. Les recherches ne se limitaient plus aux pierres ou aux os. Les scientifiques commencèrent à étudier l'environnement entier autour du monument. Grâce aux radars à pénétration de sol et à d'autres technologies avancées, ils découvrirent que Stonehenge n'était pas un site isolé. Il faisait partie d'un paysage sacré beaucoup plus vaste. À quelques kilomètres seulement, une découverte majeure bouleversa encore davantage les certitudes. Un immense monument préhistorique, enfoui sous terre, jusque-là invisible. Ce site, parfois appelé Superhenge, révélait des structures massives enterrées, formant un cercle gigantesque bien plus grand que Stonehenge lui-même. Cette révélation changea tout. Stonehenge n'était plus un monument unique et mystérieux au milieu de nulle part. Il devenait une pièce d'un ensemble beaucoup plus complexe, un réseau de sites rituels interconnectés. Les chercheurs commencèrent alors à comprendre que la plaine de Salisbury avait été, il y a des milliers d'années, un centre cérémoniel majeur, un lieu où se déroulaient des rassemblements, des rituels et peut-être même des événements saisonniers attirant des populations de régions très éloignées. Mais une question persistait. Pourquoi ? Pourquoi investir autant d'efforts, mobiliser autant de ressources et coordonner des communautés entières pour construire ces structures monumentales ? Certaines théories suggèrent que Stonehenge et les sites environnants étaient liés à des pratiques funéraires complexes. Les découvertes de restes humains incinérés, combinées à la disposition des pierres, indiquent que le lieu pouvait servir de vaste cimetière cérémoniel. D'autres chercheurs pensent que ces monuments représentaient une forme de pouvoir, un moyen pour certaines élites de démontrer leur influence et leur capacité à mobiliser des milliers de personnes. Mais il existe une idée encore plus troublante, et si Stonehenge n'était pas seulement un symbole d'unité, mais aussi de contrôle. Les efforts nécessaires pour transporter les pierres, organiser les constructions et maintenir ces traditions sur plusieurs siècles impliquent une structure sociale hautement organisée. Cela suggère l'existence de dirigeants, de règles et peut-être même de formes de hiérarchie que nous comprenons encore mal. Plus les découvertes s'accumulent, plus une réalité fascinante et inquiétante se dessine. Les sociétés néolithiques étaient peut-être bien plus proches de civilisations complexes que nous ne l'avions jamais imaginé. Et cela soulève une dernière question.